Écoutez-moi attentivement, mes amis. Quelque chose vous est arrivé. Peut-être il y a des années, peut-être la semaine dernière, ou peut-être même ce matin, lorsque vous vous êtes regardé dans le miroir sans parvenir à soutenir votre propre regard. Vous vous êtes alors répété la même promesse que tant de fois auparavant. Cette fois, je vais changer. Je vais arranger les choses. Ma vie sera différente. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Le problème n'est ni votre manque de discipline, ni votre intelligence, ni même les circonstances dans lesquelles vous vivez. Le véritable problème est bien plus ancien, bien plus discret et bien plus dangereux. Votre esprit est en guerre contre lui-même. Et la plupart des gens, même les plus intelligents, les plus compétents et les plus ambitieux, perdent cette guerre chaque jour, sans même se rendre compte qu'un combat est en train de se dérouler. En l'an 167 après Jésus-Christ, un homme était assis sous une tente militaire, sur les rives glacées du Danube. Autour de lui, la peste emportait des milliers de vies. Son empire se désagrégeait de l'intérieur. Les armées barbares menaçaient toutes les frontières. Il avait perdu 3 de ses enfants. Ses conseillers les plus proches l'avaient trahi. Pourtant, cet homme, le plus puissant de son époque, prit un petit carnet et y écrivit ces mots. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la véritable force. Cet homme s'appelait Marc Aurèle, empereur de Rome et dernier des 5 grands empereurs. Ce qu'il décrivait, dans le froid, l'obscurité et au milieu de la mort, n'était pas une simple source d'inspiration. C'était une méthode. Une méthode d'une précision redoutable, éprouvée par les épreuves les plus difficiles, conçue pour bâtir un esprit qui refuse de se briser. Et c'est exactement cette méthode que nous allons construire aujourd'hui. Pas de pensée positive. Pas de motivation superficielle. Pas de ces discours qui donnent de l'énergie pendant quelques minutes avant de disparaître au premier obstacle. Nous allons explorer 10 habitudes issues de plus de 2000 ans de philosophie stoïcienne, forgées dans les périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité et confirmées aujourd'hui par les découvertes les plus récentes des neurosciences. Ce sont ces habitudes qui distinguent ceux que la vie écrase de ceux qui utilisent chaque difficulté pour devenir plus forts. Restez avec moi jusqu'au bout, car les prochaines minutes pourraient être parmi les plus importantes que vous passerez cette année. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ici, nous ne vendons pas de la motivation. Nous construisons une architecture mentale. Une fois que vous saurez la bâtir, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Première habitude, gagnez la première heure de votre journée, ou abandonnez le reste de votre journée. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la toute première chose que vous faites au réveil? Avant même d'être complètement conscient, avant que votre esprit soit pleinement éveillé, avant d'avoir pris la moindre décision volontaire, la plupart des gens attrapent immédiatement leur téléphone. Quelques secondes seulement après avoir ouvert les yeux. Et que pénètre alors dans leur esprit? Pas leurs propres pensées. Mais l'urgence des autres. Les opinions des autres. Les distractions des autres. Les versions soigneusement mises en scène de la vie que les autres donnent l'impression qu'il faudrait vivre. Puis ils passent le reste de leur journée à se demander pourquoi ils réagissent au lieu d'agir. Pourquoi ils se sentent dispersés. Pourquoi, malgré toutes leurs bonnes intentions, ils ont l'impression de ne jamais reprendre le contrôle de leur propre existence. Les neurosciences sont très claires sur ce point. Durant les 15 à 30 premières minutes après le réveil, le cerveau fonctionne encore principalement en ondes θ. C'est le même état cérébral que celui observé pendant une méditation profonde. Un état où l'esprit est à la fois extrêmement réceptif, et particulièrement vulnérable aux influences extérieures. Ce qui entre dans votre esprit pendant ces précieuses minutes ne se contente pas d'y passer. Cela devient le filtre à travers lequel vous percevrez tout ce qui suivra au cours de la journée. Marc Aurèle avait compris cette réalité près de 2000 ans avant l'existence de l'imagerie cérébrale moderne. Chaque matin, sans exception, il prenait d'abord le temps de se retrouver seul avec son esprit avant que le monde ne s'y impose. Il écrivait. Il s'interrogeait. Il se rappelait quel homme il voulait être ce jour-là. Pas ce qu'il voulait accomplir. Mais la personne qu'il voulait devenir. Et cette différence est essentielle. Épictète, né esclave et appartenant à un maître qui lui brisa volontairement la jambe, écrivait. Commence par décider qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir. La première heure de votre journée est précisément le moment où cette décision se prend. Protégez-la avec une discipline absolue. Pendant cette première heure, pas de téléphone, pas d'actualité, pas de réseaux sociaux, pas de bruit extérieur. Seulement le silence ou un contenu choisi avec intention. Une page de philosophie. Quelques lignes dans un journal. 5 minutes d'immobilité pour vous reconnecter à ce qui compte réellement pour vous, avant que le monde ne décide à votre place de ce qui devrait avoir de la valeur. Cette seule habitude, appliquée sans exception pendant 90 jours, transformera profondément le fonctionnement naturel de votre esprit. Cette habitude transforme profondément la manière dont vous affrontez chaque défi. Parce que les matins possèdent un pouvoir magique,
mais parce qu'un esprit qui se gouverne lui-même crée une journée totalement différente d'un esprit qui se laisse diriger par son environnement. Remportez la première heure de chaque journée. Sans exception. Sans négociation. Deuxième habitude, voir la réalité avec une lucidité implacable, et non à travers des histoires réconfortantes. Il existe une distinction capable de transformer votre façon de vivre chacune des difficultés qui se présentent à vous. C'est la différence entre ce qui s'est réellement passé et le sens que vous avez décidé de lui donner. Ces deux choses n'ont jamais été identiques. Pourtant, votre esprit les confond en permanence. Et cette confusion vous coûte bien plus cher que vous ne l'imaginez. Les stoïciens avaient un mot pour désigner la première impression que la réalité imprime dans notre esprit, la représentation. C'est l'image brute, avant toute interprétation. Avant les émotions. Avant le récit que votre passé, vos peurs ou votre ego commence instantanément à construire. Lorsqu'un événement difficile survient, cette impression apparaît d'abord. Puis, quelques fractions de secondes plus tard, votre esprit lui attribue une signification. C'est une humiliation. C'est un échec. Cela prouve que je ne suis pas à la hauteur. C'est le début de la fin. C'est précisément là que Marc Aurèle s'est entraîné pendant des années. Chaque jour. Jusqu'à maîtriser une compétence rare. Il apprit à suspendre son jugement. À observer l'événement avant d'y attacher une signification. À le regarder dans sa forme la plus simple et à se demander. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et non. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mes peurs me font croire? Il voulait voir les faits, débarrassé de toutes les interprétations. En 1944, Viktor Frankl arriva au camp d'Auschwitz. En quelques heures, les nazis lui avaient tout pris. Ses vêtements. Le manuscrit auquel il consacrait sa vie. Son alliance. Même son nom, remplacé par un simple numéro tatoué sur son bras. Sa femme. Ses biens. Tout. Et au cœur de cet enfer, Frankl découvrit une vérité qui deviendrait l'un des enseignements psychologiques les plus influents du XX siècle. Il découvrit qu'il existe un espace entre ce qui arrive à un être humain et la manière dont celui-ci choisit d'y répondre. Il écrivit plus tard. La dernière des libertés humaines est celle de choisir son attitude face aux circonstances. Ce n'est pas de l'optimisme. C'est de la précision. C'est la capacité de voir une situation telle qu'elle est réellement, plutôt que telle que vos pires peurs vous persuadent qu'elle est. Voici donc cette habitude. La prochaine fois qu'un événement vous frappe de plein fouet, ne réagissez pas immédiatement. Ne refoulez pas non plus vos émotions. Arrêtez-vous simplement pendant 10 secondes. Puis posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui est objectivement vrai dans cette situation? Séparez les faits de votre interprétation. Quel est le fait brut? Retirez tout le scénario catastrophique que votre esprit a construit autour de l'événement. Que reste-t-il? Presque toujours, il reste un problème. Et contrairement aux catastrophes imaginaires, les problèmes possèdent des solutions. Entraînez votre regard à voir clairement la réalité. Et votre propre esprit cessera de vous prendre en embuscade. Troisième habitude, construire une philosophie suffisamment solide pour tenir debout lorsque tout le reste s'effondre. Le 9 septembre 1965, le commandant de la marine américaine James Stockdale effectuait une mission de combat au-dessus du Nord-Vietnam lorsque son avion fut abattu. Au moment où il s'éjecta, tombant vers le territoire ennemi, une seule pensée traversa son esprit. Il se dit « Je quitte le monde de la technologie pour entrer dans le monde d'Épictète ». Cette phrase allait guider les 7 années et demie les plus terribles de sa vie. Il fut emprisonné dans la prison surnommée le Hanoi Hilton. Il y subit plus de 20 séances de torture. Il passa de longues périodes en isolement total. On lui refusa des soins malgré une épaule fracturée. Il ignorait s'il retrouverait un jour la liberté. Il ne savait même pas s'il survivrait. Pendant des années, il n'eut aucun contact avec sa famille. Et pourtant, il ne se contenta pas de survivre. Il devint un véritable chef. Depuis sa cellule, il organisa un réseau clandestin de résistance entre les prisonniers. Une organisation capable de résister à un système conçu précisément pour briser toute volonté humaine. Lorsqu'il fut enfin libéré, il reçut la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine. Comment un homme a-t-il pu tenir aussi longtemps dans de telles conditions? Des années plus tard, le journaliste Jim Collins lui posa cette question. Stockdale répondit sans hésiter. Je n'ai jamais perdu confiance dans la fin de l'histoire. Je n'ai jamais douté que je finirais par triompher. Mais je n'ai jamais confondu cette confiance avec la nécessité d'affronter lucidement la dure réalité du présent. Ce qui le maintenait debout n'était ni une humeur passagère, ni un slogan motivant, ni une simple pensée positive. C'était une philosophie structurée, éprouvée, cohérente, fondée sur une distinction essentielle, reconnaître ce qui dépend réellement de nous, et accepter ce qui n'en dépend pas. Et cette philosophie ne s'est jamais effondrée, même après plus de 7 années de souffrance systématique. Aucune torture n'a réussi à briser cette philosophie.
Posez-vous maintenant une question essentielle. En quoi croyez-vous réellement? Pas ce que vous affirmez lors d'un dîner ou dans une conversation. Mais ce à quoi vous croyez lorsque personne ne vous regarde. Lorsque vous êtes seul, dans le silence. Lorsque ce que vous redoutiez le plus vient de se produire. La plupart des gens sont incapables de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de construire cette réponse. Ils possèdent des opinions, des préférences, des citations inspirantes enregistrées dans leur téléphone. Mais ils ne possèdent pas une véritable philosophie de vie. Ils n'ont pas un ensemble de principes si profondément ancrés qu'ils continuent à guider leurs actions même lorsque la pression devient insupportable. La troisième habitude consiste justement à bâtir cette philosophie de manière volontaire. Lisez les stoïciens. Pas une seule fois. Relisez-les encore et encore. Jusqu'à ce que leurs idées cessent d'être de simples connaissances intellectuelles pour devenir des réflexes dans votre manière de vivre. Écrivez vos principes fondamentaux. Confrontez-les aux événements réels de votre existence. Remettez-les en question. Affinez-les. Renforcez-les. Car un jour viendra où la vie ne vous demandera plus ce que vous pensez. Elle vous demandera de montrer qui vous êtes réellement. Et ce jour-là, la seule chose qui vous empêchera de vous effondrer sera ce que vous aurez construit avant que l'épreuve n'arrive. Quatrième habitude, cessez de fuir l'adversité et apprenez à en extraire une force. Sénèque écrivait depuis une villa luxueuse. C'est vrai. Il connaissait la richesse, le pouvoir, le confort. Depuis 2000 ans, ses critiques utilisent ce fait pour discréditer son enseignement. Mais ils oublient une partie essentielle de son histoire. L'empereur Caligula le condamna à l'exil sous peine de mort. Sous le règne de Néron, il vit plusieurs de ses amis les plus proches être exécutés. Il perdit des enfants. Et lorsque Néron lui ordonna finalement de mettre fin à ses jours, il affronta cette épreuve avec le calme d'un homme qui avait depuis longtemps accepté cette éventualité. Sénèque n'écrivait donc pas sur l'adversité depuis le confort d'un fauteuil. Il écrivait comme un homme qui avait traversé les ténèbres. Et l'idée centrale qu'il répétait sans cesse était la suivante. Chaque épreuve porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent. Pas une consolation. Pas une simple façon de voir le bon côté des choses. Une véritable graine. Quelque chose de réel, capable de produire une transformation qui n'aurait jamais existé sans la blessure. Aujourd'hui, la psychologie moderne donne un nom à ce phénomène. La croissance post-traumatique. Pendant plusieurs décennies, les chercheurs Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun, de l'Université de Caroline du Nord, ont étudié des survivants de traumatismes graves, accidents, maladies, deuil, violences et catastrophes. Leur constat est frappant. Une majorité importante de ces personnes affirmaient avoir développé des qualités qu'elles n'auraient jamais acquises sans cette crise. Une plus grande force intérieure. Des relations plus profondes. Des priorités plus authentiques. Une vision beaucoup plus claire de ce qui compte réellement. Non pas malgré leur souffrance, mais grâce à la manière dont elles les avaient intégrées et transformées. Le mot essentiel est transformer. Car la souffrance, à elle seule, ne fait pas grandir. Elle peut même détruire. La croissance naît seulement lorsque nous avons le courage d'examiner honnêtement cette souffrance. Lorsque nous nous demandons, qu'est-ce que cette épreuve a retiré de ma vie qui, en réalité, me retenait? Qu'a-t-elle révélé sur mes capacités que le confort ne m'aurait jamais permis de découvrir? Qu'est-ce que cette perte m'a obligé à construire que je n'aurais jamais choisi de bâtir volontairement? La quatrième habitude consiste à transformer ces questions en un véritable rituel. Après chaque revers important, pas immédiatement, laissez d'abord vos émotions s'exprimer, prenez le temps de vous asseoir et d'écrire 3 choses. Ce que cette épreuve vous a coûté. Ce qu'elle vous a appris. Et ce qu'elle rend désormais possible dans votre vie, alors que cela ne l'était pas auparavant. Répétez cet exercice après chaque difficulté importante. Vous remarquerez alors un changement profond. Votre relation avec les obstacles évoluera. Vous cesserez de les craindre. Vous commencerez à les observer avec curiosité et vigilance. Car une personne convaincue que chaque obstacle contient une possibilité de grandir devient, d'une certaine manière, presque impossible à vaincre. On ne peut pas détruire quelqu'un qui devient plus fort après chaque coup reçu. Cinquième habitude, devenez l'observateur de votre esprit, au lieu d'en être l'esclave. En cet instant même, une voix parle dans votre tête. Elle commente ce que vous lisez. Elle juge. Elle compare. Elle approuve. Elle résiste. Elle ne s'arrête jamais. Elle vous accompagne depuis que vous êtes capable de penser. Et voici une vérité dérangeante que la plupart des gens n'affrontent jamais. Vous avez probablement passé une grande partie de votre vie sans vous demander si cette voix disait réellement la vérité. Selon plusieurs recherches, un être humain produit entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Les études montrent également qu'une grande majorité de ces pensées ont une tonalité négative. Et qu'un nombre encore plus important ne sont que des répétitions automatiques des mêmes schémas mentaux, encore et encore. La plupart de ces pensées ne sont en réalité que la répétition de celles de la veille. Les mêmes scénarios.
les mêmes inquiétudes. Les mêmes doutes silencieux qui tournent en boucle, encore et encore. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est simplement le fonctionnement naturel d'un esprit qui avance en pilote automatique, sans être véritablement dirigé. Les neurosciences montrent qu'une partie du cerveau, appelée le réseau du mode par défaut, s'active lorsque notre attention n'est dirigée vers rien de précis. Son rôle est de rechercher les menaces, de nous comparer aux autres et de nous enfermer dans les ruminations. Autrefois, ce mécanisme permettait à nos ancêtres de survivre. Aujourd'hui, il sabote discrètement notre potentiel. L'histoire de Zénon de Kition en est un parfait exemple. Un naufrage lui fit perdre toute sa cargaison. En une seule tempête, il perdit sa fortune, son travail et ses repères. Il arriva à Athènes sans argent et sans direction. Un jour, il entra dans une librairie et commença à lire un récit consacré à Socrate. À cet instant, quelque chose changea. Ce n'était pas sa situation. C'était sa relation avec son propre esprit. Il consacra alors le reste de sa vie à bâtir ce qui deviendrait la philosophie stoïcienne. Il enseignait sous la célèbre stoa Poikile, le « portique peint », où il répétait que le véritable chemin vers la liberté passe d'abord par la maîtrise de son dialogue intérieur. Les stoïciens appelaient cette pratique prosoché, l'attention portée à soi-même. Une observation constante, disciplinée et dépourvue de jugement de ses propres pensées. Il ne s'agit ni de les combattre, ni de les supprimer. Simplement de les observer. Comme un scientifique observe une expérience, avec curiosité, détachement et précision. Lorsque vous développez cette habitude, une chose fondamentale se produit. La voix intérieure ne disparaît pas. Mais elle perd son autorité. Vous commencez à distinguer la différence entre une pensée et un fait. Vous reconnaissez les schémas qui se répètent. Voilà cette voix qui imagine toujours le pire. Voilà celle qui me compare constamment aux autres. Voilà celle qui affirme que je suis incapable avant même que j'aie essayé. Et dès que vous reconnaissez ces mécanismes, vous cessez d'en être prisonnier. Vous comprenez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Et l'observateur est toujours plus calme que celui qui se laisse entraîner par elle. Cette habitude est simple à comprendre, mais exigeante à pratiquer. 3 fois par jour, arrêtez-vous quelques instants et posez-vous une seule question. Que fait mon esprit en ce moment? Ne cherchez pas immédiatement à le corriger. Contentez-vous de l'observer. Car on ne peut diriger que ce que l'on a d'abord appris à voir. 6e habitude, abandonnez ce que vous ne pouvez pas contrôler avec autant de détermination que vous maîtrisez ce qui dépend de vous. S'il n'existait qu'une seule idée capable de réduire davantage la souffrance humaine que n'importe quel médicament, thérapie ou méthode de développement personnel, ce serait probablement celle-ci. Épictète l'appelait la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendront jamais. Toute la pratique du stoïcisme consiste à apprendre, sans relâche, à distinguer ces deux catégories. Que pouvons-nous réellement contrôler? Nos jugements, nos désirs, nos réactions, la direction de nos efforts, notre caractère, les mots que nous choisissons, la qualité de l'attention que nous accordons au moment présent. Et qu'est-ce qui échappe à notre contrôle? L'opinion des autres, l'économie, le comportement des personnes que nous aimons, notre santé, le passé, et même le résultat final de tous nos efforts. Voici pourtant ce que nous faisons presque tous. Nous dépensons une immense quantité d'énergie mentale à vouloir contrôler ce qui ne nous appartient pas. Une grande partie de l'anxiété, y compris l'anxiété sévère, provient précisément de cette erreur. Vous ne pouvez pas contrôler ce que votre supérieur pense de vous. Vous ne pouvez pas garantir que votre entreprise connaîtra le succès. Vous ne pouvez pas décider qu'une personne aimée restera auprès de vous. Pourtant, votre esprit agit comme si tout cela dépendait de lui. Il croit qu'en s'inquiétant davantage, en réfléchissant encore plus, en imaginant tous les scénarios possibles, il finira par influencer des événements qui échappent totalement à son pouvoir. Et dans cette illusion, il s'épuise. Il alimente un feu qu'il ne pourra jamais éteindre. Épictète exprimait cette idée avec une remarquable simplicité. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite plutôt qu'ils arrivent tels qu'ils arrivent, et tu connaîtras une vie paisible. Ce n'est pas de la résignation. C'est une réorientation radicale de votre énergie. Chaque parcelle d'énergie que vous retirez de ce que vous ne pouvez ne pas contrôler pour la consacrer à ce qui dépend réellement de vous se transforme en une véritable force. La 6e habitude consiste donc à développer ce que les stoïciens appelaient un centre de contrôle intérieur. Un état d'esprit dans lequel votre stabilité ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la qualité de vos propres choix. Ne vous contentez pas d'adhérer à cette philosophie en théorie. Transformez-la en un exercice quotidien. Chaque jour, prenez une source d'anxiété et demandez-vous: quelle partie de cette situation dépend réellement de moi? Puis concentrez toute votre énergie sur cette seule partie. Abandonnez le reste. Non par résignation,
mais avec la lucidité de celui qui sait exactement où réside son véritable pouvoir et refuse de gaspiller son énergie ailleurs. Celui qui agit ainsi ne devient pas passif. Il devient redoutablement efficace. Parce que chacune de ses actions porte sur quelque chose qu'il peut réellement influencer. 7e habitude, choisissez volontairement l'inconfort avant que la vie ne vous l'impose. Sénèque a écrit une phrase qui traverse les siècles. Il disait: réserve certains jours durant lesquels tu te contenteras de la nourriture la plus simple, des vêtements les plus grossiers, et demande-toi, est-ce donc cela que je craignais tant? Pourtant, Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Il mangeait comme un sénateur. Il vivait dans le luxe. Mais, régulièrement, il choisissait de vivre pendant quelques jours comme un esclave. Non parce qu'il y était obligé, mais pour vérifier que son confort n'était pas devenu une prison. Les stoïciens donnaient un nom à cette pratique. La préméditation de l'adversité. Il s'agissait de s'entraîner volontairement à affronter des difficultés avant qu'elles ne surviennent réellement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les stoïciens ne fuyaient pas les scénarios négatifs. Ils les imaginaient consciemment. Ils les examinaient méthodiquement. Parce qu'ils savaient que regarder une peur en face lui retire une grande partie de son pouvoir. Les neurosciences expliquent aujourd'hui pourquoi cette méthode fonctionne. Lorsque vous choisissez volontairement un inconfort modéré, la partie rationnelle de votre cerveau commence à créer de nouveaux circuits d'adaptation. À chaque fois que vous traversez une difficulté volontaire et que vous en ressortez indemne, votre cerveau réévalue ce qu'il considère comme une menace. Votre système d'alarme devient moins réactif. Votre seuil de résistance augmente. Et votre confiance dans votre capacité à faire face aux épreuves grandit elle aussi. L'histoire de Roger Bannister en est une illustration parfaite. En mai 1954, il devint le premier homme à courir le mile en moins de 4 minutes. Avant lui, personne n'y était parvenu. De nombreux médecins affirmaient même que c'était physiquement impossible. Selon eux, le corps humain ne pouvait supporter un tel effort. Mais Bannister n'entraîna pas seulement son corps. Il entraîna aussi sa relation à la douleur. Jour après jour. Semaine après semaine. Pendant des années, il s'approcha volontairement de ses limites, puis les repoussa légèrement. Ainsi, le jour de la course, lorsque tout son corps lui criait de ralentir, une autre partie de lui, forgée par des milliers d'entraînements, était plus forte que cette voix. Il franchit la ligne d'arrivée en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un record qui tomba. C'est une croyance. Et l'année suivante, 16 autres coureurs réussirent le même exploit. Pourquoi? Parce que Bannister avait démontré que la véritable barrière n'était pas physique. Elle était psychologique. Le mur n'avait jamais été dans le corps. Il avait toujours été dans l'esprit. Voici donc cette habitude. Choisissez chaque jour un inconfort volontaire. Une douche froide. Jeûnez jusqu'à midi. Travaillez 1 heure sans distraction avant de consulter votre téléphone. Dire une vérité difficile lorsqu'il serait tellement plus facile de se taire. Peu importe la difficulté choisie. L'essentiel est de l'avoir choisie volontairement. Car, à chaque répétition, vous prouvez à votre esprit que vous êtes capable de bien plus que ce que votre confort vous laisse croire. Une personne qui s'entraîne ainsi ne peut plus être contrôlée par la peur de l'inconfort. Et dans un monde qui cherche constamment à vendre la facilité, cette liberté est devenue extrêmement rare. 8e habitude, construisez votre identité sur vos actions, et non sur vos émotions. L'une des idées les plus dangereuses que notre époque transmet est sans doute celle-ci. Agis uniquement lorsque tu te sens inspiré. Suis ta passion. Fais confiance à tes émotions. Attends de te sentir prêt. Ces conseils paraissent séduisants. Mais ils détruisent silencieusement des milliers de vies. Pourquoi? Parce que les émotions ressemblent à la météo. Elles changent sans cesse. Parfois d'un jour à l'autre. Parfois d'une heure à l'autre. Elles se contredisent. Elles sont influencées par votre sommeil. Par votre alimentation. Par votre niveau de fatigue. Par votre humeur du moment. Autrement dit, elles sont beaucoup trop instables pour devenir le fondement de votre identité ou de vos décisions. Vos émotions sont influencées par votre fatigue. Par votre taux de sucre dans le sang. Par la dernière conversation que vous avez eue. Ou même par un souvenir oublié qui refait soudainement surface après des années. Construire sa vie sur ses émotions, c'est comme bâtir une maison sur du sable. La moindre tempête suffit à tout faire vaciller. Caton le Jeune avait compris une vérité que beaucoup d'hommes de son époque, pourtant plus riches et plus puissants que lui, n'avaient jamais saisie. Il savait que votre véritable identité ne se révèle pas dans les instants où vous vous sentez inspiré. Elle apparaît dans les moments où personne ne vous regarde. Lorsque personne ne vous applaudit. Lorsque faire ce qui est juste est aussi ce qu'il y a de plus difficile. Lorsque tout, en vous, vous pousse à choisir la facilité. Caton marchait pieds nus dans Rome. Non pour attirer l'attention. Mais pour s'entraîner à ne jamais laisser sa réputation devenir plus importante que son caractère. Il refusa des fortunes.
Il déclina des alliances politiques avantageuses. Et lorsque le pouvoir de César devint irrésistible pour presque toute Rome, Caton préféra mourir plutôt que de renoncer à ses principes. Non parce qu'il méprisait la vie, mais parce que son identité n'était pas négociable. Quel qu'en soit le prix. Les recherches en psychologie comportementale confirment aujourd'hui cette intuition. Les personnes qui agissent en fonction de leur identité sont beaucoup plus constantes que celles qui comptent uniquement sur leur motivation. Lorsqu'une personne se dit « Je suis quelqu'un qui ne renonce jamais. Je suis quelqu'un qui tient toujours ses engagements. Je suis quelqu'un qui agit, quelles que soient les circonstances. » Elle persévère beaucoup plus facilement que si elle attend simplement de se sentir motivée. Pourquoi? Parce que la motivation pose une question. Est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui? L'identité en pose une autre. Est-ce que cette action correspond à la personne que j'ai décidé d'être? Et une identité solidement construite ne change pas au gré de l'humeur. Voici donc cette habitude. Écrivez 3 ou 4 affirmations qui définissent clairement la personne que vous choisissez d'être. Pas des souhaits. Pas des rêves. Des déclarations. Par exemple, je suis une personne qui respecte toujours sa parole. Je suis une personne qui fait son travail, même lorsque le résultat est incertain. Je suis une personne qui dit la vérité, même lorsque le silence serait plus confortable. Puis, chaque jour, trouvez au moins une occasion d'agir en accord avec ces principes, surtout lorsque l'option la plus facile s'offre à vous. Car c'est précisément dans ces instants que votre identité se forge. Pas lorsque tout est simple. Pas lorsque vous êtes inspiré. Mais lorsque vous auriez pu choisir la facilité, et que vous choisissez malgré tout de rester fidèle à vos valeurs. 9e habitude, forger un but suffisamment fort pour exiger le meilleur de vous, tout en restant assez profond pour survivre au changement de la vie. Les stoïciens parlaient du télos, le but ultime, la direction qui donne un sens à toute une existence. Pour eux, vivre sans ce cap n'était pas seulement inefficace. C'était une manière irrationnelle de vivre. Une vie sans but n'avance pas. Elle dérive. Et un esprit qui dérive finit toujours par être rempli par les attentes, les distractions et les priorités imposées par le monde extérieur. Viktor Frankl en est sans doute l'un des exemples les plus bouleversants. Pendant l'Holocauste, il perdit presque toute sa famille. Son père mourut dans un camp. Sa mère et son frère furent assassinés dans les chambres à gaz. Son épouse, Tilly, mourut elle aussi en déportation. Il ne lui restait plus rien. Son nom avait disparu. Il n'était plus qu'un numéro tatoué sur son avant-bras. Pourtant, au cœur de cet enfer conçu pour retirer à un être humain toute raison de continuer à vivre, Frankl découvrit un objectif plus puissant que la souffrance. Il prit une décision. S'il survivait, il raconterait ce qu'il avait vu. Il expliquerait ce qu'il avait compris. Il montrerait comment le sens donné à la vie permet à un être humain de survivre là où toute logique affirme que cela est impossible. Pendant les hivers glaciales du camp, il reconstitua mentalement, page après page, le manuscrit que les nazis lui avaient confisqué. Ce but ne supprimait pas la faim. Il ne réchauffait pas les baraquements. Il ne faisait pas revenir les êtres qu'il avait perdus. Mais il accomplissait quelque chose d'encore plus essentiel. Il donnait un sens à sa souffrance. Et Frankl comprit alors une vérité fondamentale. L'être humain n'a pas seulement besoin de confort pour vivre. Il a besoin de sens. Le philosophe Friedrich Nietzsche l'avait résumé ainsi. Celui qui a un pourquoi suffisamment fort peut supporter presque n'importe quel comment. Mais ce « pourquoi » doit être authentique. Il ne peut pas être une image destinée à impressionner les autres. Il ne peut pas être un objectif choisi uniquement pour satisfaire votre entourage. Il doit être profondément vôtre. Un but auquel vous resterez fidèle, même lorsque personne ne vous regardera. L'algorithme récompense ce qui attire l'attention. Mais votre véritable mission doit être différente. Elle doit être suffisamment puissante pour vous faire sortir du lit même le pire jour de votre vie, parce qu'elle compte davantage que la souffrance nécessaire pour l'affronter. Cette habitude est un exercice que la plupart des gens évitent, car il est bien plus confrontant qu'il n'y paraît. Asseyez-vous seul, sans téléphone, sans musique et sans aucune distraction. Prenez une feuille et répondez sincèrement à cette question. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Qu'il s'agisse de ne pas avoir construit quelque chose, de ne pas avoir exprimé certaines vérités ou de ne pas être devenu la personne que vous étiez capable d'être. Ne cherchez pas ce que vous auriez aimé posséder. Cherchez ce que vous regretteriez profondément. Car le regret est le signal le plus honnête que votre être intérieur puisse vous envoyer. Lorsque vous aurez trouvé cette réponse, faites en sorte que chaque journée vous rapproche consciemment de cet objectif, ou qu'elle élimine ce qui vous en éloigne. Une vie guidée par une véritable raison d'être ne dérive pas au hasard. Elle se concentre. Elle se resserre autour de l'essentiel. Et une vie focalisée, même imparfaite, difficile et semée d'obstacles, devient une vie que rien ne peut réellement briser. Habitude numéro 10, vivez chaque journée en gardant à l'esprit que votre vie est limitée, et laissez cette conscience faire naître votre force.
La plupart des gens évitent cette idée parce qu'elle est inconfortable. L'esprit préfère détourner le regard, et notre société entière est organisée pour masquer ou repousser la pensée de la mort. Pourtant, les stoïciens considéraient cet exercice comme la pratique suprême, celle qui rend toutes les autres possibles. Ils l'appelaient la méditation sur la mort. Et ils étaient très clairs, il ne s'agit pas d'une obsession morbide, mais du moyen le plus puissant de voir sa propre existence avec lucidité. Dans ses méditations, Marc Aurèle revient sans cesse sur cette idée. Il évoque les empereurs qui l'ont précédé, Auguste, Adrien, Antonin, des hommes persuadés que leur pouvoir durerait toujours et que leur héritage serait éternel. Pourtant, ils ont tous disparu. Il ne reste d'eux que quelques récits d'historiens, dont personne ne peut même garantir l'exactitude. Marc Aurèle n'écrivait pas cela par désespoir. Il cherchait simplement à voir la réalité telle qu'elle est. Si tout est temporaire, le pouvoir, la réputation, le confort, les peurs, alors qu'est-ce qui mérite réellement d'être protégé? Qu'est-ce qui mérite d'être construit? Et pourquoi serions-nous prêts à tout sacrifier? Des chercheurs de l'Université du Missouri ont observé que les personnes qui réfléchissaient régulièrement à leur propre mortalité, c'est-à-dire qui acceptaient consciemment le fait qu'elles mourraient un jour, prenaient des décisions plus authentiques, entretenaient des relations plus profondes, définissaient plus clairement leurs priorités et déclaraient un niveau de satisfaction de vie nettement supérieur à celui des personnes qui évitaient ce sujet. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ceux qui regardaient honnêtement leur propre fin vivaient mieux, parce qu'ils cessaient de gaspiller leur énergie dans des choses qui n'avaient aucune véritable importance pour eux. Ils arrêtaient de jouer un rôle pour obtenir l'approbation de personnes dont ils n'avaient, au fond, pas besoin. Ils cessaient également de repousser sans cesse la vie qu'ils souhaitaient réellement vivre. Sénèque écrivait: « Préparons notre esprit comme si nous étions arrivés au terme de notre existence. Ne remettons rien à plus tard. Faisons chaque jour le bilan de notre vie. » L'habitude consiste à se poser chaque matin ou chaque soir, selon le moment où vous êtes le plus sincère avec vous-même, une seule question, sans chercher à l'adoucir. Si c'était la dernière année de ma vie, consacrerais-je encore mon énergie à cette peur, à cette rancune, à cette hésitation ou à chercher l'approbation de personnes dont l'opinion ne détermine en rien ma valeur? Si la réponse est non, abandonnez immédiatement ce fardeau. Pas un jour. Aujourd'hui. Pas lorsque ce sera plus facile. Maintenant. Car le temps ne possède aucun plan de secours. Il n'existe aucun stock de journées non vécues qui vous sera rendu à la fin. Il ne reste que ce que vous avez réellement fait du temps qui vous était accordé. Celui qui garde chaque jour cette vérité à l'esprit ne remet pas sa vie à plus tard. Il la vit, imparfaitement certes, mais avec intensité, avec urgence et pleinement. Il sait que le temps dont il dispose est limité. Et cette connaissance ne le paralyse pas. Au contraire, elle le libère. Elle le rend redoutablement déterminé, parce qu'il n'a plus rien à protéger, plus rien à repousser, et plus rien à prouver à ceux qui n'ont jamais mérité d'avoir autant d'importance dans sa vie. Un esprit incassable n'est pas un don. Ce n'est pas un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, ou non. Un esprit incassable ne naît pas par hasard. Il se construit. C'est le fruit d'un travail conscient, quotidien et discipliné, fondé sur un ensemble précis d'habitudes. Marc Aurèle n'est pas devenu du jour au lendemain le philosophe empereur que l'histoire admire. Il était d'abord un jeune homme doté de bonnes dispositions, guidé par son maître stoïcien, Rusticus, qui lui fit découvrir les enseignements d'Épictète. À partir de là, il s'est construit progressivement, un matin après l'autre, une page de journal après l'autre, une décision difficile après l'autre. L'amiral James Stockdale n'a pas survécu aux longues années de captivité et de torture dans la prison de Hanoï grâce à sa seule volonté. Il a survécu grâce à sa philosophie de vie, à une manière de penser tellement profondément enracinée qu'aucune souffrance, même après cette année de torture systématique, n'a pu en ébranler les fondations. Viktor Frankl, lui non plus, n'a pas trouvé un sens à son existence par hasard au cœur des camps de concentration. Il y est parvenu parce qu'il avait consacré des années à entraîner son esprit, à travers la psychologie et la réflexion philosophique, à poser les bonnes questions, même lorsque tout en lui criait qu'il n'existait aucune réponse. Ce qui unissait ces hommes n'était ni un talent exceptionnel ni des circonstances favorables. Ils partageaient une même décision, assumer pleinement la responsabilité de bâtir leur monde intérieur, puis poursuivre ce travail avec persévérance, bien avant que les épreuves ne rendent cette force indispensable. Cette possibilité vous appartient, à vous aussi. Pas un jour. Pas lorsque les circonstances seront meilleures. Pas lorsque vous vous sentirez enfin prêt. Car ce sentiment de préparation n'arrive jamais de lui-même. Il apparaît comme la conséquence de l'action, jamais comme sa condition préalable. Commencez dès la première heure de demain matin. Faites en sorte que cette heure vous appartienne avant que le monde ne réclame toute votre attention. Puis avancez, une habitude à la fois. N'essayez pas d'adopter les 10 habitudes simultanément. C'est la meilleure façon de ne rien changer. Choisissez-en une seule et pratiquez-la sans exception jusqu'à ce qu'elle fasse partie intégrante de vous.
jusqu'à ce qu'elle ne soit plus simplement une action que vous accomplissez, mais une part de votre identité. Les stoïciens considéraient que la philosophie n'était pas une matière à apprendre, mais une manière de vivre. Une existence qui se construit pierre après pierre, dans ces instants invisibles où personne ne voit les décisions que vous prenez. C'est ce travail silencieux, quotidien et rarement applaudi qui transforme peu à peu une personne en quelqu'un dont l'esprit ne peut plus être brisé. Ce travail vous appartient. Il vous a toujours appartenu? La seule véritable question est la suivante. Allez-vous commencer aujourd'hui, ou offrir une journée de plus à la version de vous-même qui continue de repousser la décision de changer? Car cet instant précis est le seul sur lequel vous avez un véritable pouvoir d'action. Tout le reste n'est que souvenir, ou imagination.